j'en ai fait ces jours-ci encore une lecture supplémentaire pour bien m'imprégner de ce livre, parce que ce n'est pas un livre d'un contact très simple au départ. Il faut vraiment y entrer à plusieurs moments pour en comprendre, je dirais, la sève profonde. Voilà, alors, si vous permettez, je vais me servir de quelques notes et surtout je vais reprendre quelques vers qui situent bien la pensée profonde de Sonia. C'est d'abord un recueil, ce qui est très rare aujourd'hui, d'un romantisme vraiment profond. Il y a très très peu de poètes aujourd'hui qui écrivent des recueils romantiques. On a essayé bien sûr toute une série d'autres modes d'expression poétique, je ne vais pas les énumérer, mais ici il n'y a pas de photo, c'est vraiment du pur romantisme. Alors qu'est-ce qu'il y a de romantique dans ce livre? Eh bien le titre déjà, si vous regardez, si vous entendez le titre, Entre le lever et le coucher, bon, à première vue, on peut se dire, entre le lever et le coucher, ben, il y a une journée. Point barre. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et en fait, c'est une métonymie parce que le jour, c'est toute la vie. Toute la vie est symbolisée, résumée, synthétisée par une journée. Donc la journée que Sonia va nous décrire, c'est en fait toute une vie. Alors ça commence bien sûr par le lever, par l'aube. Le poète éprouve à ce moment-là un désir, une impatience très difficile à maîtriser parce que le lever du jour la ramène à l'enfance. Et l'enfance dans son livre est essentielle. Et on sent chez elle une nostalgie profonde de cette intensité que les enfants éprouvent beaucoup plus facilement que les adultes. Et le poète croit un peu naïvement au départ que toute la journée va se passer dans cet état d'intensité tel qu'elle l'imagine et qu'elle l'éprouve peut-être brièvement au départ. Et c'est ça qui est très difficile, parce que maintenir ce degré d'intensité, ce degré d'attention, ce degré de présence autour de soi, dans la nature, est extrêmement difficile. Je ne dois pas vous dire pourquoi, bien sûr, nous sommes très vite accablés par des contraintes, l'intensité disparaît au bénéfice d'autre chose, et on sent qu'un romantique souffre de cette situation d'imperfection. Donc, elle déclare finalement, elle annonce, elle espère que le midi soit intense, c'est le mot qu'elle utilise, et malgré ça, on sent que c'est toujours très difficile, qu'elle est sur un fil raide en quelque sorte. Et la journée se passe comme ça, d'une manière, je dirais, contradictoire, entre le désir de connaître à fond le mystère de la nature et de le partager, et en même temps, elle sent que ça devient plus difficile, qu'elle s'approche petit à petit de la fin de la journée, où là, d'autres phénomènes, si je puis dire, vont se produire. Il y a une inquiétude qui va surgir, le crépuscule donne l'impression de faire disparaître les repères, c'est vraiment l'antithèse de l'aurore, et à ce moment-là, le mystère qui était ouvert au départ, à l'aube, se ferme lorsque la nuit se présente. Et cette inquiétude se porte alors sur toute autre chose, non plus sur la difficulté de vivre l'intensité, mais sur ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que la nuit apporte? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle recèle? Et ça, il n'y a pas de réponse. Alors que le mystère du matin, l'aube qui chasse la nuit, apporte des réponses. Elles dépendent de nous, de notre capacité d'être présent, d'avoir une attention vigilante. La nuit, ce n'est pas du tout la même chose. La nuit, il y a une grande inquiétude. Se greffe là-dessus aussi le problème du temps, du vieillissement. Plus le jour avance, plus les choses deviennent difficiles à vivre, parce qu'il y a une fatigue également. Mais la vie alors, que dire de l'âge? Plus l'âge avance, et plus aussi la faculté d'être présent, d'être attentif, diminue. Donc il y a le temps qui est aussi un mystère. Pourquoi ce temps nous a-t-il été imposé? Pourquoi ne sommes-nous pas constamment attentifs, présents et capables de vivre intensément? Donc vous voyez, tous ces problèmes qui sont finalement des problèmes philosophiques se posent dans la tête du poète. Et heureusement, ce n'est pas aussi sévère que je vous le présente. Les poèmes de Sonia sont remplis de sensations naturelles, de contact avec la nature, d'approche de l'autre. Elle réclame d'ailleurs la présence de l'autre pour vivre aussi des sentiments profonds. Donc il y a des réponses, bien sûr. Les réponses, c'est
la démarche que nous avons vis-à-vis des autres. Et surtout, bien sûr, le besoin que la nature nous permet d'exaucer en allant vers elle. La nature, chez elle, devient vraiment une confidente, un refuge, ce qui est typiquement romantique aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu ce recueil. Je veux dire que quand on en sort, on est à la fois imbibé d'une nature presque ensorcelante. Il y a des images vraiment de toute beauté. Et en même temps, on est inquiet aussi. On se dit, bon, elle a énormément, je dirais, participé. Elle a senti beaucoup de choses qu'elle nous a fait le mieux sentir. Mais nous partageons avec elle aussi son inquiétude de la fin. Lorsque le coucher arrive, lorsque la nuit s'impose à nous, nous sommes comme elle, nous supplions, ce sont les termes qu'elle utilise, nous supplions l'aurore du lendemain de revenir nous chercher par la main pour recommencer à nouveau à croire et à avoir cette espérance. Voilà comment j'ai senti le poème. Je pense que le mieux, plutôt que des mots que je pourrais vous dire, c'est de vous lire un de ces poèmes que Sonia va nous faire le plaisir après de lire dans sa langue natale.